En me réveillant en sueur ce matin, un profond dégoût me gagne. Je me répète en boucle que tout cela n'est qu'un horrible cauchemar. Mais ça ne suffit pas. Je m'enferme alors 1 heure dans les chiottes pour y vomir jusqu'à ce que je sois vidé de toute la bile en mon être. Comme pour me purger de toute cette pourriture qui me gangrène. Incompatible avec la morale que je me suis choisie et indépendante de ma volonté. Tout cela n'est tellement pas moi. Comment puis-je sécréter inconsciemment de telles pensées infectes? Tout ce miel, tous ces bons sentiments, toutes ces intentions mues par un pseudo-romantisme puant à 2 balles, et ce côté fleur bleue bidon, que je ne souhaiterais pas au plus crétin des puceaux en manque. C'est bien plus que je ne peux en supporter. Je pars la retrouver dans le centre historique, une sorte de salon littéraire expérimental s'y tient. Forcément, la passion qui la ronge est l'écriture. Cette fille y sera certainement. Je rentre enfin du boulot. Le devoir est rempli. Quelle joie, quel goût de liberté. Je peux mener ce que bon me semble, ne vérité que celle des textes que je compose. Ne soif dont je ne doive me délier réellement que celle des histoires qui sédimentent à mon être. Le reste n'est nullement dévouement, le reste n'est nullement conséquent, le reste n'est que dette dont je dois rembourser l'intérêt. Le groupe, j'en suis un élément. Il m'engendre et me nourrit. Je ne peux lui être quitte. Il invente de nouvelles dettes tout le temps. Je ne peux donc m'en exclure pour me concentrer sur mes tourments. Je dois continuellement me prosterner, quotidiennement lui prouver que j'œuvre en son sens, qu'il est mon centre. Seule l'écriture compte toutefois. Lorsque j'ouvre mes recueils et mes notes, je suis délivré un moment de toute cette peine collective perpétuelle. Je me délecte de mon unique joie, triturer des intrigues, s'aimer des hypothèses mêlées d'expériences et de ressentis, conglomérer mes doutes desquels émergeront sûrement quelques êtres fictifs, des entités virtuelles bien plus instructives que les éruptions vides de ces foules qui grouillent. Écrire est toujours une torture contre toute logique, une torture consentie et dès lors elle en devient jouissive. Construire des modèles, théoriser mes pensées, c'est forcément les simplifier. J'édifie des monolithes, ils sont poreux et destructibles. En vérité, je ne vise nullement le groupe. Le n'importe qui m'indiffère. Je lui rembourse mes dettes consciencieusement lorsque j'officie publiquement. Que c'est n'importe qui s'en contente. En privé, non, j'écris peu souvent pour être lu. Je compose égoïstement le voûte et le volute de mon exosquelette. C'est un privilège que je me réserve. Je dois extérioriser mes pensées et tourments, et il me suffit de les projeter, de les convertir en fichiers texte. Je me souviens du jour où je l'ai rencontrée. Elle buvait un café en terrasse tout en regroupant des notes sur son ordinateur portable. J'ai pris une chaise à côté d'elle. Elle n'a pas semblé surprise lorsque je me suis approché de sa table. Et elle n'a pas pu broncher lorsque j'ai enlacé ses mains, agrippant par là même sa tasse. C'est en perçant son regard que je lui ai tout simplement exprimé ma vision des choses dans un long monologue qu'elle n'a pas osé interrompre. Voyez-vous, l'amour est un mythe, ou tout du moins la manière dont il est communément présenté. Certains y voient du beau, de l'absolu, la quintessence de leur être même. Je n'y vois qu'un mécanisme de la survie du groupe, un processus optimal, fruit de la sélection des espèces, un leurre de la nature qui nous pousse à nous reproduire. L'amour est basique. Or, je ne conteste pas qu'on puisse construire autour de cet état de fait, d'état de repères et de mensonges pour rendre nos existences un peu plus supportables. Mais je pense sincèrement que ceux qui veulent y voir fondamentalement autre chose ont une vision anthropocentrique de la vie. Probablement qu'ils ne se rendent même pas compte. Cette vision est colportée par nos cultures depuis des siècles. Il me semble que les recettes biologiques et psychologiques de l'amour ont bien été cernées pourtant.
une poignée de phéromones par-ci, quelques pincées d'hormones par-là, une dose de neurotransmetteurs et connexions synaptiques, quelques impulsions électriques qui se mélangent dans un fatras d'idéalisation et d'obsession. Les pires d'entre nous sont les romantiques. Ils s'embourbent inutilement dans des rituels, des parades, des sentiments, des circonvolutions débilitantes. Ce n'est pas tant la mièvrerie intrinsèque à ces modes de pensée qui m'incommode, mais la fâcheuse tendance à s'appuyer sur le déterminisme, la destinée, alors que culturellement, bien qu'athée, tous mes fondements proviennent de la pensée des religions du livre. Je crois au libre arbitre, je crois être le seul maître de mes actions, et je me lève fièrement en tant que responsable de mes actes et de leurs conséquences, même si le jugement dernier me laisse absolument indifférent et que la crainte qu'il devra m'inspirer ne pèse en rien dans mes choix. Que toutes mes peurs et intuitions sont belles et horribles lorsqu'elles sont unidimensionnelles, qu'elles ne forment qu'une poignée de lignes ponctuelles. Elles me nourrissent, comme je les vomis, les déconstruis, les reconstituent et les régurgitent encore. Elles mènent vers de nouvelles réflexions, de nouvelles questions. Je peux enfin voir et contempler ce désordre à mon fort intérieur. Comment en être témoin sinon? Peut-être m'exploser le ciboulot un de ces jours. Je n'en peux plus. Je possède mon coin chez moi. Le reste n'est qu'ustensile. Je peux m'en délivrer, simplement si besoin. Le reste ne me sort que pour rester crédible près du groupe. Sont superflues les pièces, entrées, cuisine, séjour, dortoir, comme tous les meubles et objets qu'elles contiennent. Je peux toutefois inviter des gens chez moi. Ils peuvent croire que si je les côtoie, que si je les reçois, j'œuvre pour cette norme pestilentielle qui les compte en son sein. Je me dois d'être comédienne pour survivre. Mon coin est humble. Toutefois, c'est mon coin, mon réel chez moi. Un siège molletonné, un petit meuble sur lequel trône mon PC. Je m'y roule en boule le reste de mon temps libre et j'écris frénétiquement, j'écris hystériquement, j'écris et je ne cesse d'écrire lorsque mes doigts se couvrent de cloques, que mes ongles se déchiquettent sur les touches, que l'hémoglobine coule. Pourquoi fermer les yeux? Pourquoi dormir? L'éternité nous guette. Je profite de ces moments réservés pour le repos. Ils me permettent de tendre vers l'épuisement complet. Toute éducation est bonne si elle sert de rampe de lancement, de référentiel à l'enfant pour appréhender le monde à sa manière. C'est comme cela que je me suis écarté de la foi. C'est comme cela que j'ai renié ma religion, sans faire de vagues, avec les outils de la raison, petit à petit, sans fracas ni scandale. Je ne serai jamais assez reconnaissant envers mes parents. Ils m'ont offert l'opportunité d'avoir une tête bien pleine et la liberté de faire ce que bon me semblait de toutes ces connaissances. Je me suis replongé dans la Bible pour y trouver des réponses, pour y trouver les clés du trouble qui me tourmente. Il y a des intuitions qui ne trompent pas. Au cours de mes recherches, cependant, je pense avoir franchi un cap supplémentaire dans ma détestation de la condition humaine, voire de l'humanité au sens large. Je ressens le besoin de partager mes pensées vagabondes avec cette fille que j'ai croisée la fois dernière. Il y a en cette personne une profondeur impressionnante, et même si mes confessions n'ont pu m'apporter la paix intérieure, le sourire de ma confidente muette a égayé ma journée. Je suis déprimé, toutefois qu'on me dise victime. Cette déprime, je prétends même bénéficier de ses vertus. Je vais être déprimé. En quoi doit-on me montrer du doigt? Je ne vise ni le bonheur ni l'équilibre. Je vais végéter et me morfondre sous le siège de mes doutes. Le groupe trouve que je joue trop près du feu. Je m'en fous complètement. Je ne souffre nullement de cette déprime intentionnelle. J'y trouve mon oxygène. J'y reprends mon souffle. Pourquoi tendre quand tout le monde vers le bonheur? Les crétins heureux sont plus tolérés que les dépressifs. Le groupe les intègre tout simplement. Des femmes comme moi sont refoulées. Je ne regrette rien, même que j'en rigole plutôt. Je suis contente d'être tourmentée. Ce petit univers est le mien, et j'y vis tout confort essentiel compris. Tous mes besoins sont comblés. Toutefois, il subsiste un problème insoluble qui m'empêche de mener mes quêtes correctement.
Une phobie incohérente est venue perturber ce mode de vie que je me suis choisi. Comme toute peur infondée et purement psychologique, cette phobie est ridicule. Je ne peux rien contre elle. J'espère qu'elle ne détend ni sur mon écriture ni sur mes relectures. Toutefois, j'en doute. Elle est présente continuellement. Cette vermine pourrit mes textes, oriente mes pensées, infléchit le cours des choses. C'est une phobie orpheline. Vous en rirez sûrement. La voilà, j'étais certain que je finirais par la retrouver ici. Je vais m'approcher d'elle, la suivre et de nouveau faire le pitre en l'inondant de mes tirades. Peut-être me concédera-t-elle le même sourire que la fois dernière. Peut-être même que cette fois-ci daignera-t-elle dialoguer avec moi. J'ai compris que l'amour n'est pas le seul leurre de la nature favorisant la survie du troupeau aux dépens de celle anecdotique de l'individu. La plupart des actions auxquelles nous voulons bien donner un sens profond et louable s'inscrit dans la même logique implacable. Prenons l'empathie ou l'amour de notre prochain. Quoi de plus noble, me direz-vous? Je suis désormais convaincu que derrière cette grandeur d'âme que l'on associe à la compassion, il n'y a rien d'autre qu'un mécanisme biologique créant une force de liaison entre les hommes pour pérenniser l'humanité, accroître statistiquement les chances de survie du groupe par l'asservissement latent de l'individu. Il n'y a aucune grandeur d'âme associée à l'empathie par défaut, il n'y a que celle que nous voulons bien lui attribuer afin de nous placer au centre de l'univers. Au plus basique des niveaux, l'empathie, c'est juste bêtement machinal. De la même manière qu'on se met à bâiller lorsqu'on aperçoit un alter ego le faire, de même qu'un haut le cœur nous étreint quand on surprend quelqu'un qui vomit, on souffre face à une personne qui a mal, on compatit avec celui que la douleur terrasse. Simplement parce que l'identification pousse à la précaution et qu'il est bon pour l'intelligence collective de tirer les enseignements de ses erreurs par quelque action réflexe. C'est un phénomène de mimétique inconsciente, de résonance neuronale, d'harmonique cérébrale, un programme héréditaire induit par un automate à un autre, un signal envoyé par un émetteur capté par un récepteur et enclenchant un enregistrement. Je parle ici du déclenchement et non de toute la vanité qui en découle, fruit des circonvolutions qui nous habitent. C'est fait en nous qui nous laisse à penser que nous sommes uniques. Que nous pouvons être pathétiques à vouloir nous entêter à sublimer dans l'erreur ce qui pourrait nous révéler sous notre vrai jour. Nous souffrons d'un vital complexe de supériorité doublé d'un puissant syndrome d'auto-persuasion, de verrous nous interdisant à jamais de nous concevoir tels que nous sommes en réalité, de simples objets au milieu d'autres objets, des conglomérats de matière régis par à peine un peu plus de loi que les corps dits inertes. Ne voyez-vous pas tous ces sacs de viande protéiformes qui nous entourent? Ne voyez-vous pas l'absurdité de nos vies? Il est revenu. Pourquoi donc s'entête-t-il? Croit-il que ces discours vont infléchir mon concevoir? Croit-il pouvoir s'interposer entre mes doutes et mes obsessions? M'imposer son discours débile? Pense-t-il réellement me séduire? Ces monologues m'irritent et m'insupportent. Je dois reprendre le fil de mes pensées et l'ignorer. Qu'il s'époumonne et qu'il étouffe gorge sèche. Hors de question de recevoir une rétribution quelconque contre mes écrits. Convertir cette joie simple et personnelle en métier m'horrifie. Et si un jour on me prie de publier mes textes contre une belle somme, que dire? Non, pourquoi utiliser inutilement le conditionnel? J'en prends le chemin. Toutefois, je stoppe net puisque je sens poindre mon horrible phobie pour sûr si je continue. Écrire contre quelques sous, c'est convertir cette joie personnelle en dette envers le groupe. C'est comme se prostituer in fine. Même cette idée d'être promu pute de luxe ne me séduit nullement. L'écriture est mon dernier îlot. Pourquoi le concéder contre tout l'or du monde? Si je continue de l'ignorer, il risque de croire qu'il ne m'intéresse nullement. Est-ce le moyen pour qu'il se dissipe? Je dois le quitter. Il ne m'inspire que peur et effroi. Encore une fois, l'intrigante demoiselle reproduit le même rituel. Elle m'ignore et se faufile respectueusement. Tout le long de ma tirade, dont elle n'a pas loupé une miette, elle esquissait un sourire intrigant, offrant donc la même récompense que la fois précédente. Celle-là même que je suis venu chercher cette fois-ci, car j'ai été pris à mon propre jeu. Moi qui voulais me nourrir d'un choc ou d'une réaction hostile et indignée la première fois,
Moi qui voulais me servir de cette personne prise au hasard pour évacuer la mièvrerie qui commençait à peine à me hanter à l'époque, en exposant brutalement quelles sont les vraies lois de la nature, quels sont les mensonges sur lesquels sont bâtis les fondements de nos sociétés et de nos égaux, je suis in fine le seul dupe dans l'histoire. Je viens de recevoir en pleine poire le retour de flamme de l'incendie que j'ai sciemment et sottement déclenché. Mes hantises redoublent en fréquence et en intensité. Aussi je dois me promettre de ne plus jamais tenter de revoir cette insolente petite traînée. Cette fois je la quitte. Il ne cesse de me tromper. Pourquoi me suit-il? Pourquoi me persécute-t-il? Elle perd de ses lèvres continuellement. Elle m'obsède comme elle obsède. Cette offrantaine ne cesse de l'employer pour me tester. Pourquoi ne prend-il conscience des efforts que je surmonte? Que ce brouillon retourne d'où il vient? Et pitié, qu'il emporte cette stupide folie. Je scrute mon passé. L'objet de toutes mes peurs est toujours présent. Cet idiot de penser le voir fuir de son plein gré bien sûr. Il est le dernier mur qui m'interdit une liberté illimitée lorsque le bonheur d'écrire m'inonde. Je peux dire tellement plus, je pense tellement plus, et je ne peux le dévoiler. Pourquoi me limiter? C'est stupide, j'en suis consciente. C'est le propre de cette folie. Lorsque je choisis mes mots, elle obscurcit mes discours lorsque je tente de les construire. Je tremble lorsque je pose mes doigts sur les touches. L'idée que je néglisse m'obnubile. Elle peut se présenter si je commets une petite erreur d'étourderie. C'est une fin horrible qui pointe si cette chose se produit. Mon œuvre peut perdre cohérence et utilité si son geste ou perturbé, je perds le fil de mes pensées. Elle m'observe moqueuse, elle est présente vicieuse et pleine de l'espoir que je ne l'enfonce et qu'elle s'improvise invitée de dernière minute non désirée. L'idée m'est venue de l'extirper pour m'endeuiller, supprimer ses potentiels terribles de conséquences. L'idée m'est venue de bloquer l'incidence d'une pression irréfléchie, d'un réflexe désespéré. Je ne peux me résoudre. Cet ennemi m'ensorcelle de même qu'elle me terrifie, et dire que je suis presque une femme libre.